même si je me considère comme une personne scientifique, très rationnelle, qui ne croit pas au paranormal, certaines expériences avec ma fille m'ont amenée à être au moins plus ouverte à ce sujet. Tout a commencé dans mon dernier appartement, lorsque ma fille avait 4 ans. Je suis une mère célibataire et nous sommes restés seuls depuis que je me suis séparée de son père. Un jour, on jouait toutes les deux dans sa chambre. Elle semblait très concentrée sur notre jeu de Playmobil lorsque la conversation suivante s'est produite. Ma fille dit « Maman, il veut que tu lui dises bonjour. » Je lui réponds « La figurine Playmobil ? » « Non maman, le monstre. Il est assis juste à côté de toi, tu ne le vois pas ?» Moi, un peu mal à l'aise. « Non bébé, je ne le vois pas. Tu es sûre qu'il est là ? » « Oui, tu ne le vois vraiment pas ? Il te fait signe. » Puis elle a commencé à faire signe à quelque chose d'invisible à côté de moi. Je me suis dit qu'elle jouait et que c'était sûrement un ami imaginaire. Une autre fois, on jouait aussi avec ses Playmobil qui se trouvaient entre elle et moi. Elle était assise en face de moi, le visage tourné vers moi. Pendant que nous jouions, elle s'est retournée avec agacement, a fait un mouvement avec ses mains et a dit « Stop !» Quelques secondes plus tard, elle s'est à nouveau retournée, a fait le même mouvement et a dit « Stop !» Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Puis elle est venue vers moi, s'est assise sur mes genoux, a refait le même geste et a dit « Va-t'en !» Elle m'a répondu « Le monstre n'arrête pas de me toucher et je n'aime pas ça. » J'ai dit « Laisse-la tranquille, monstre !» Et j'ai commencé à jouer avec elle et à la distraire. Mais c'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans mon appartement. Le pire, c'est une nuit où nous avons décidé de dormir dans le même lit dans ma chambre parce que c'était le week-end. Je me souviens m'être réveillée après 3 heures du matin et l'avoir vue assise sur le lit en train de regarder le mur. Je lui ai demandé pourquoi elle ne dormait pas et elle m'a répondu « Je ne peux pas dormir quand cet homme se tient à côté de notre lit. » Maintenant, comme je l'ai dit, je suis une personne très rationnelle qui attribue ces choses à l'imagination florissante des enfants. Mais à ce moment-là, il m'a fallu mes 2 coronesses inexistants pour lui dire que c'était bon et me blottir contre elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme au lieu de paniquer et de quitter l'appartement au milieu de la nuit. J'ai continué à me dire que c'était juste son imagination, comme celui de tous les enfants. Ce qui est le plus étrange pour moi, c'est que toutes ces choses ont cessé de se produire lorsque nous avons déménagé. Elle n'a plus jamais parlé d'un monstre ou d'homme bizarre. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait vu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je sais, comparé à d'autres histoires que j'ai lues auparavant, c'est probablement un peu nul. Mais j'ai toujours la chair de poule quand je pense à cette période dans mon ancien appartement. Je voulais juste que cela sorte, car je n'en ai jamais vraiment parlé. Je viens de réaliser que c'est aussi dans cet appartement que j'ai eu ma première et unique expérience de paralysie du sommeil. Je dormais sur le ventre, comme d'habitude, et je me suis réveillée sans pouvoir bouger ni parler. Soudain, j'ai remarqué que quelque chose me caressait la main et me murmurait mon nom à l'oreille. C'était super terrifiant à ce moment-là, mais je sais ce qu'est la paralysie du sommeil, pourquoi elle se produit et qu'elle peut provoquer toutes sortes d'hallucinations. Donc pour moi, c'était 100% ça. Cela ne s'est jamais reproduit heureusement, mais je suis aussi très contente d'avoir quitté cet appartement, puisque toutes les choses bizarres qui s'y sont produites ne se sont produites qu'à cet endroit. Cela remonte à 2 ans, alors que je venais de me marier. J'ai emménagé dans l'appartement d'une chambre de mon mari. La disposition de la pièce est assez importante pour l'histoire. Lorsque vous entrez par les portes de la chambre, vous voyez le grand lit contre le mur opposé. La fenêtre couvre pratiquement tout le mur de gauche. De l'autre côté du lit, il y a une grande commode et à côté de la commode, un placard. Ce dernier était en désordre 90% du temps. Et par désordre,
j'entends que le sol entier était recouvert de vêtements qui m'arrivaient à la taille. Il était difficile d'y circuler, c'était aussi l'endroit où l'on mettait tous ceux qui n'avaient pas sa place dans le salon lorsque des invités venaient. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai bazar là-dedans. J'ai dormi sur le côté du lit, le plus proche de la commode. La commode était suffisamment grande pour me bloquer partiellement la vue sur le placard. Une nuit, je me suis réveillée tout à coup. J'étais face au placard. J'ai vu mon mari au milieu du placard, dos à moi, en train de regarder autour de lui. Il portait les mêmes vêtements qu'au lit. Je me suis dit qu'il était vraiment étrange qu'il entre dans le placard, car aucune de ses affaires ne s'y trouvait, et en plus, c'était au milieu de la nuit. Je me suis redressée et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans mon placard et de revenir au lit. Son visage s'est légèrement tourné, mais juste assez pour que je voie la moitié de sa joue. J'avais vraiment sommeil, alors je me suis retournée vers le lit et je me suis endormie. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je me suis réveillée en voyant mon mari se mettre au lit. Je lui ai demandé pourquoi il était dans le placard. Il m'a répondu qu'il ne savait pas de quoi je parlais, qu'il était juste allé aux toilettes. Nous nous sommes tous deux rendormis, et j'ai essayé de poursuivre la conversation le matin. Il m'a juré qu'il était juste allé aux toilettes, et que cela n'avait pas duré plus d'1 minute. Il pensait que je rêvais, mais je sais ce que j'ai vu. Cette personne dans le placard était mon mari, ou du moins lui ressemblait à 100%. Je ne vois aucune explication logique. Même si mon mari avait une raison de mentir, je ne vois toujours pas comment il a pu arriver au milieu du placard sans rien renverser dans le désordre. Nous avons déménagé depuis, et rien de tel ne s'était produit jusqu'à ce soir. Plan rapide de notre nouvel appartement. Il s'agit d'un petit appartement. À gauche de la porte d'entrée se trouve notre buanderie. Ce n'est pas une pièce ou quoi que ce soit, c'est plutôt un espace dans le mur qui peut accueillir la machine à laver et le sèche-linge. Il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit d'autre. Sur la droite, il y a un petit bureau. La salle de bain se trouve à côté des unités de lavage et en entrant dans l'appartement, on trouve la cuisine ouverte qui donne sur le salon. La chambre se trouve entre la cuisine, salon et la salle de bain. Nos lave-linges et nos sèche-linges sont superposés. Et j'étais en train de déplacer le linge du lave-linge au sèche-linge. Pendant que je déplaçais le linge, j'ai vu mon mari entrer dans le salon. C'était clair comme de l'eau de roche. J'ai pensé qu'il allait jouer avec des jeux vidéo ou utiliser son ordinateur. Après avoir mis tous les vêtements dans le sèche-linge, je suis retournée dans le salon. J'ai vu mon mari assis au milieu du salon. Je lui ai immédiatement demandé quand il était retourné dans le salon. Il était très confus et m'a dit qu'il n'avait pas quitté son siège depuis 30 minutes. Je lui ai dit que je l'avais vu entrer dans le salon il y a 1 minute. Comment a-t-il pu sortir sans que je le voie ou que je l'entende? Je sais que je l'ai vu les 2 fois. Les 2 fois, il est apparu clairement devant moi. J'en ai déjà parlé à sa famille qui m'a dit qu'il s'était passé quelque chose de similaire lorsqu'il vivait encore avec eux. Sa mère et son frère l'ont vu rentrer à la maison au milieu de la journée. Ils l'ont appelé car ils étaient surpris qu'il rentre si tôt. Mais apparemment, mon mari n'a pas répondu. Sa mère et son frère l'ont vu entrer dans sa chambre. Quelques heures plus tard, mon mari est revenu à la maison. Sa famille lui a demandé quand il était sorti, car elle ne l'avait pas entendu partir. Mon mari a dit que c'était la première fois qu'il rentrait à la maison depuis qu'il était parti le matin. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ou si ces 3 incidents sont liés. Ils se sont produits dans des pays différents et à des années d'intervalle. Quelqu'un m'a demandé si j'avais vérifié si mon mari était à côté de moi lorsque je l'ai vu dans le placard. Je ne sais pas vraiment comment le dire, mais j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir bouger les yeux ou la tête pour voir plus loin que le haut de son dos dans le placard. Je ne pouvais pas regarder vers le bas pour voir comment il s'était placé dans le placard. Je ne pouvais pas non plus voir s'il était dans le lit à côté de moi au même moment. C'était presque comme si j'essayais de tourner mon corps pour vérifier. Mes yeux se fermaient et je m'endormais.
Ceci est un récit véridique de ce qui est arrivé à ma famille. 3 décembre 2022. Il était environ 22 heures. Ma fille était endormie sur le canapé. Je l'ai emmenée au lit. Elle était somnambule et elle m'a dit « Arrête !» J'ai dit « Je n'ai rien fait, Kelly. » J'ai ri. Elle s'est arrêtée dans son élan et a pris une position bizarre, penchée en avant, les bras tendus le long du corps, les doigts écartés, et a dit « Je ne suis pas Kelly », mais d'une étrange voix de vieille femme, avec une pause délibérée avant de prononcer son nom. « Bien sûr que tu es Kelly, petite idiote », ai-je répondu en riant. Elle a ensuite continué à marcher, à moitié endormie jusqu'à sa chambre. Elle s'est mise au lit et a fermé les yeux. Je l'ai embrassée sur la tête et je lui ai dit « Je t'aime, Kelly ». Elle a commencé à s'agiter dans son lit et, les yeux toujours fermés, elle a annoncé « J'ai dit « Je ne suis pas Kelly », la même voix de vieille femme et la même pause avant son nom, avec un peu d'irritation dans la voix. J'ai alors réalisé que ce n'était pas ma fille qui imitait quelqu'un, mais que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à travers elle. J'ai eu la chair de poule sur les bras et j'ai dit, en bégayant un peu, « Si tu n'es pas Kelly, alors qui es-tu » Ma fille a alors ouvert les yeux, levé la tête et s'est mise à me regarder dans les yeux. Elle a commencé à fixer intensément les miens avec ses yeux noirs mat et sans couleur, puis elle s'est recouchée sur son oreiller, a fermé les yeux et s'est rendormie. Je l'ai alors réveillée et c'était comme si je l'avais réveillée d'un profond sommeil. J'ai dit « Kelly, ça va ?» Elle m'a dit « Oui, pourquoi m'as-tu réveillée ?» Je lui ai répondu « Oh rien, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Je lui ai demandé de prier avec moi, ce qu'elle a fait sans problème, peut-être avec un peu de confusion. Je l'ai ensuite embrassée sur la tête, lui ai dit que je l'aimais et la laissée à son sommeil. Le lendemain, je devais déposer un colis chez mes voisins. Le frère et la sœur m'ont ouvert la porte et je leur ai donné leur colis. Je leur ai demandé comment ils allaient parce que leur mère était morte pendant l'été et je leur ai demandé s'ils avaient l'impression que leur mère était là. La fille m'a répondu que oui, qu'elle sentait souvent sa présence et qu'elle avait également vu un fantôme dans les champs devant notre maison, celui d'une jeune fille de 6 ans qui était morte sur un terrain de jeu qui se trouvait là auparavant. Elle m'a ensuite raconté que sa mère et elle utilisaient régulièrement une planche Ouija pour entrer en contact avec la petite fille. La petite fille lui avait répondu qu'elle protégeait l'aire de jeu pour que d'autres enfants ne soient pas tués à cet endroit. Il y avait aussi un ami de la famille qui était mort et qui leur rendait encore visite sous forme d'esprit vêtu d'une capuche que l'on voyait passer dans leur chambre la nuit pour vérifier qu'ils allaient bien. J'ai répondu que je ne jouais pas avec le Ouija, que c'était une mauvaise chose et je leur ai dit au revoir. 2 jours plus tard, je me suis couché à 23 heures et je me suis endormi directement. Soudain, je me suis réveillée, mais j'avais les yeux fermés et dans ma tête, je me suis entendu dire « Il y a quelqu'un dans la chambre ». J'ai ouvert les yeux et dans l'obscurité, j'ai vu un homme aux cheveux blancs et aux lunettes noires qui travaillait sur un appareil en le pressant de l'autre côté du lit, du côté de ma femme. Choquée, j'ai sursauté et j'ai commencé à sortir du lit. J'ai détourné la tête et quand j'ai regardé en arrière, il n'était plus là. C'était une vraie personne, totalement solide et réelle à regarder. Je n'étais pas effrayée à ce moment-là, juste déconcertée. Je me suis rendormie d'une manière ou d'une autre, et puis ça recommence. Je suis soudainement réveillée avec les yeux fermés, et une fois de plus, mon esprit me dit qu'il y a quelqu'un dans la pièce. J'ouvre les yeux, et cette fois, c'est plus sinistre. À ma droite, du côté du lit où dort ma femme, il y a une créature aux yeux noirs et mat qui me regarde. Ses yeux me rappellent ceux de ma fille quelques jours auparavant. Il mesura environ 1,80 m et ressemblait à un mélange de gargouille et de gremlins, sans ailes et avec de longues oreilles pointues qui pointaient droit vers le haut. Sa peau était vert foncé et dure comme du cuir, avec des bandes brun-orange qui descendaient le long de ses bras. Il me regardait droit dans les yeux avec une bouche qui semblait écumée d'un côté. Il avait l'air très vieux, épuisé et très affamé. J'ai lentement quitté le lit sans le quitter des yeux, et j'ai lentement fait le tour du lit pour m'approcher de lui, et j'ai remarqué qu'il avait de très longs bras avec 5 doigts griffus sur chaque main. Il avait la même posture penchée en avant que ma fille avait eue plus tôt dans la semaine, avec les bras qui pendaient sur les côtés.
J'ai également remarqué que lorsque je me déplaçais du lit, son regard ne me suivait pas. Il semblait regarder l'endroit où je dormais, et lorsque je m'approchais un peu, peut-être à 1,50 m, il disparaissait de la pièce. J'ai eu peur, mais j'ai fini par me rendormir. Les 2 semaines suivantes se sont bien passées, mais de fin décembre 2022 à février 2023, j'ai commencé à avoir de réelles difficultés à dormir. Je me sens comme si on m'observait, mais aussi comme si un vent glacial soufflait sur mon cou, ma colonne vertébrale et mes genoux. Mais ma femme et le reste de la famille vont bien. Il n'y a que moi qui a vraiment froid dans certaines parties de mon corps, autour du cou, des genoux et du visage, en particulier entre les yeux et le nez. Si j'ai de la chance, je dors bien pendant 1 ou 2 jours, puis je dors mal pendant 2 ou 3 jours, à raison de 2 heures par jour. J'ai consulté un médecin et j'ai subi des analyses d'urine et de sang qui sont revenues positives. On m'a donné des somnifères et j'ai pris des comprimés calmants qui m'ont aidé. Mais ça continue, j'ai froid et je sens parfois qu'il y a quelque chose. J'ai également vu un vicaire et je me suis fait bénir. Et j'ai fait le tour de la maison en récitant la prière du Seigneur, en lui disant de partir par la puissance de Dieu et de Jésus-Christ. Cela m'a aidé pendant une journée. La maison est devenue très positive et lumineuse, et j'ai très bien dormi, mais le lendemain, j'ai de nouveau eu un sommeil épouvantable. Je ne sais pas quoi faire. C'est très perturbant pour moi, mais pour d'autres personnes, cela ressemble à un mauvais film d'horreur. Pour moi, c'est réel, et il y a eu d'autres petites choses qui ont commencé à se produire, et que même les membres de ma famille ont remarqué. J'ai 17 ans et c'est arrivé quand j'avais 9 ou 8 ans. J'avais presque oublié ce qui s'était passé, mais quelque chose a commencé à se produire. Je vais vous dire ce que j'ai vu d'abord, puis les choses qui se passent maintenant. J'avais environ 9 ans, je crois. C'était tard dans la nuit et je dormais avec ma mère quand je me suis soudain réveillée. Rien ne m'a dérangée, ou il n'y avait pas de raison pour que je me réveille. J'avais juste besoin d'ouvrir les yeux. Vous savez, quand il fait sombre, vous voyez comme des formes bizarres. Je ne sais pas comment le décrire, mais je pense que vous savez. Il y avait une forme d'homme qui bougeait différemment du reste de la pièce, juste en face de moi. Il n'y avait pas de traits distincts, pas de visage, rien d'autre, juste une silhouette et des mouvements statiques différents qui l'ont rendu réel pour moi. Ma mère dormait et j'étais tellement effrayée que je ne voulais pas me détourner ou quitter la chose des yeux. Elle ne faisait rien d'autre que de rester là et de sembler me regarder. J'ai essayé de dormir sans lui tourner le dos, et chaque fois que je vérifiais s'il était toujours là, il l'était. Je n'en ai jamais parlé à ma mère, mais après cela, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose me suivait, que je n'étais jamais vraiment seule. Cela semblait être une chose inoffensive, parce qu'elle n'a jamais rien fait pour me blesser ou m'effrayer. Je l'ai juste senti avec moi tout le temps. Mais certains événements étranges ont commencé à se produire. Je ne sais pas si c'est lié à lui ou non. Je pense que je devrais également mentionner que je fais beaucoup de voyance et que je crois généralement à ce genre de choses. Le premier incident s'est produit il y a 2 mois. Je me suis à nouveau réveillée au milieu de la nuit sans aucune explication. J'ai senti quelque chose caresser mon corps par-dessus les couvertures. Cela a commencé par mes pieds et s'est poursuivi par le haut de mon corps. Lorsque ça a atteint mes genoux, une sorte de pression s'est exercée sur mes jambes. J'ai même entendu les couvertures bouger, puis la pression s'est déplacée sur mon dos jusqu'à mon cou. C'est alors que mon lit a craqué et s'est littéralement déplacé vers le bas, comme si quelqu'un de plus lourd que moi s'y était assis ou avait rampé vers moi. Je me suis retournée lorsque la pression s'est approchée de mon dos, mais ma chambre était vide. Je pensais que ma sœur était assise dans mon lit, comme si elle ne pouvait pas dormir, mais j'étais la seule dans ma chambre. L'air était électrique. J'étais très inquiète,
Je me sentais un peu menacée, mais je me suis vite calmée. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que c'était à cause de la voyance, et mon père pensait que je rêvais. 3 ou 4 jours plus tard, nous avons entendu un grand fracas dans la maison. Je n'ai pas pris la peine de me réveiller et de regarder ce qui s'était passé, mais ma mère est allée voir ce qui se passait dans la maison. Elle a découvert que les lumières du salon s'étaient éteintes. Toutes les autres lumières fonctionnaient parfaitement et qu'un petit bureau que nous avions était tombé et avait bloqué la porte. Il n'y avait personne dans la pièce, mais elle était horrifiée. Elle s'effraie facilement et cela l'a sûrement rendue folle. Le lendemain, notre femme de ménage nous a dit qu'elle sentait une mauvaise énergie dans notre maison et la même semaine, une de nos invitées nous a dit qu'elle se sentait toujours lourde lorsqu'elle venait chez nous. Nous avons nettoyé la maison avec de la sauge et maman est calme maintenant, mais je ne me sens toujours pas seule et depuis un mois, je vois des flashs de lumière ou des petites orbites qui volent autour de moi seulement pendant une seconde, puis disparaissent et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye de communiquer ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que cela peut être et je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ce genre de choses ? C'est quelque chose qui m'est arrivé à l'automne 2015. Un jour, en automne 2015, je suis rentrée de l'école plus tôt. Il était environ midi, toutes les lumières de ma maison étaient éteintes et je portais des écouteurs. Je suis allée de ma cuisine au salon et en regardant le petit canapé que nous avons dans la maison de mes parents, j'ai vu une chose qui me fixait. Cela n'a pas duré une fraction de seconde, cela a duré 3 à 5 secondes. Et je ne pense pas que ce soit juste mon cerveau, mes yeux, qui confondaient un objet aléatoire avec un être de taille humaine. Il n'était pas très grand, 1,70 m serait le maximum qu'il aurait pu faire. Il avait la forme d'un être humain. Sa peau ressemblait à de la cire de bougie et était très ridée. Il me rappelait un peu E.T., mais il avait l'air beaucoup plus vieux et pratiquement mort. Ses mains ne ressemblaient pas à celles d'un humain et je ne pense pas qu'il avait des ongles. Ses yeux étaient tout noirs et semblaient creux. Il n'avait pas de cheveux. Il n'a rien fait. Il m'a juste regardé pendant quelques secondes. J'ai dû détourner le regard ou cligner des yeux, je ne sais pas exactement, et il est parti. Lorsqu'il m'a regardé, je me suis sentie à la fois terrifiée et émerveillée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une hallucination, car il n'y a pas d'antécédent de schizophrénie ou de quelque chose de similaire dans la famille. Il n'y a pas d'antécédent de maladie mentale des deux côtés. J'aimerais savoir si quelqu'un sait quelque chose à propos de cette créature ou si quelqu'un a vécu une expérience similaire. Lorsque j'avais environ 10 ans, je vivais à temps partiel avec mon père et sa nouvelle femme. Je me suis réveillée un matin vers 5 heures et je suis allée dans le salon après avoir entendu un bruit répétitif, pensant qu'il s'agissait de ma belle-mère qui avait souvent des problèmes de sommeil, ce qui l'amenait à se réveiller tôt ou à se coucher tard. En entrant dans le salon, j'ai vu une ombre dans la cuisine, faisant un bruit qui ressemblait à celui d'une cuillère frappant la paroi d'un bol vide. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que c'était ma belle-mère qui préparait du pudding. J'ai regardé fixement pendant un moment et j'ai trouvé bizarre qu'elle fasse cela sans lumière. Et encore plus bizarre que plus je la regardais, plus je me rendais compte que je n'étais pas capable de distinguer un seul de ses traits.
Je me souviens avoir pensé qu'elle avait l'air d'être composée de couleurs que l'on voit quand on ferme les yeux. Après avoir regardé pendant un certain temps et essayé de comprendre ce que je voyais, je l'ai appelée et le bruit s'est arrêté. Je suis restée debout et j'ai regardé encore un peu avant de réaliser que ce n'était pas ma belle-mère qui se trouvait dans la cuisine. J'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis couvert la tête avec ma couverture, n'osant pas fermer ma porte parce que mes parents y mettaient des cloches et qu'ils auraient fait trop de bruit. Après m'être cachée sous mes couvertures pendant quelques instants et avoir essayé de me convaincre que ce n'était rien, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à l'extérieur. À ma grande horreur, j'ai vu la même silhouette entrer dans l'embrasure de ma porte. Je me suis cachée à nouveau sous les couvertures et j'ai hyperventilé jusqu'à ce que je m'endorme. Lorsque je me suis réveillée le matin, j'ai demandé à ma belle-mère si elle était réveillée et si elle était dans la cuisine plus tôt, ce qu'elle a nié, confuse. J'ai fini par en parler à ma mère lorsqu'elle est venue me chercher et aujourd'hui encore, elle me taquine à propos du fantôme du bol à manger. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un fantôme jusqu'à ce que j'entende parler des personnes de l'ombre. Cela est arrivé à mon frère, pas à moi, mais je me souviens de la nuit où cela s'est produit et ça me donne encore des frissons aujourd'hui. Je me souviens encore du bruit de sa course dans les escaliers en criant, le regard sur son visage et le fait qu'il tremble de façon incontrôlée. Ça s'est passé il y a environ 15 ans et c'est exactement comme ça qu'il explique l'histoire encore aujourd'hui. Dans la vieille maison de nos parents, il y avait un salon avec quelques canapés, une salle de bain, une télévision et une buanderie. Mon frère et moi avions installé nos jeux vidéo, nos ordinateurs, etc. dans cette pièce. C'était en fait une pièce que nous étions les seuls à utiliser. Un soir, après une longue nuit de jeux vidéo, nous avons pris un canapé et regardé un peu la télévision avant de nous coucher. Je me suis endormie, je me suis réveillée et je suis montée dans ma chambre. Mon frère dormait encore sur l'autre canapé. Le canapé sur lequel il était allongé était adossé à un mur. En s'allongeant sur le canapé, on pouvait voir la télévision un peu plus à gauche et si on regardait droit au-dessus de nos pieds, on voyait un petit, très petit couloir et la porte de la salle de bain qui était ouverte à ce moment-là. Nous avions un chien qui s'appelait Candy, un petit épagnol Springer. Mon frère m'a dit qu'il s'était réveillé en entendant un bruit dans la salle de bain. Les lumières de la maison étaient toutes éteintes. Mais avec les lampadaires et la lune, il ne faisait pas complètement noir, mais suffisamment. Il m'a dit que le bruit était un grognement et qu'il savait que ce n'était pas le chien, mais sur le moment, il espérait tellement que ce soit le chien. Il m'a dit qu'il s'était rapidement levé de sa position allongée et qu'il pouvait clairement voir une petite ombre noire qui tournait en rond sur le sol de la salle de bain. Le sol de la salle de bain était en carrelage et on aurait certainement pu entendre les griffes du chien, surtout à la vitesse à laquelle il tournait en rond. Mais mon frère a dit qu'il n'avait rien entendu. Il a donc appelé le chien par son nom, espérant que c'était lui et qu'il arrêterait de faire ce qu'il était en train de faire. Il a crié « Candy !» et dès que la chose a entendu cela, elle s'est arrêtée immédiatement. Il a alors entendu ce qu'il a qualifié de grognement. À ce moment-là, il a su ce qu'il savait déjà. Ce n'était pas le chien. Ce que c'était a commencé à grandir, de plus en plus. Bientôt, elle occupait toute la salle de bain. C'est drôle maintenant, et mon frère a expliqué que la créature ressemblait à Doomsday dans les bandes dessinées Marvel. Je ne veux pas discréditer toute l'histoire en disant qu'il ressemblait à un méchant de bande dessinée, mais pour un enfant de 14 ans, c'était la meilleure comparaison qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait vu. Il a dit qu'il ne se souvenait pas comment il avait pu se déplacer si rapidement, mais il a couru dans les 2 étages en criant.
il a réveillé la maison. Des années plus tard, parfois cela l'empêche encore de dormir. La créature ne lui a plus jamais rendu visite. Moi qui aime ce genre de choses, je n'ai jamais pu trouver quelque chose qui puisse correspondre à ce qu'il a vu. Il s'agissait forcément d'une créature surnaturelle qui se trouvait dans la maison et qui a ensuite disparu. En août 2023, nous avons séjourné dans un Airbnb à Hatch dans l'Utah. Cet endroit n'avait pas de climatisation compte tenu de l'altitude de Hatch et la température était assez confortable. Cela sera pertinent plus tard. La première nuit, ma femme et moi sommes allés observer les étoiles car le ciel était dépourvu de pollution lumineuse et de nuages. Nous regardions simplement les étoiles. C'est alors que ma femme m'a fait remarquer ce qui semblait être un petit satellite flottant dans le ciel. Alors que nous le regardions, il s'est multiplié en 3 lumières en forme de triangle. Il a continué à se développer de la même manière jusqu'à ce qu'il y ait environ 7 lumières dans un triangle plus grand. En soi, c'est assez bizarre, mais ce qu'il est encore plus, c'est que le ciel qui était visible à l'intérieur de ce triangle s'est plus ou moins figé, comme sur une capture d'écran, et que cette partie du ciel s'est déplacée avec le triangle, alors que le reste du ciel autour était immobile. La meilleure façon dont je puisse penser à le décrire serait comme dans le film Predator et son camouflage actif, technologie d'invisibilité. Le monde derrière lui était visible, mais biaisé. Ce triangle a survolé le ciel pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il semble s'élever rapidement et disparaître ou rétrécir rapidement. C'est à ce moment-là que nous avons remarqué que le silence s'était installé à l'extérieur. Il n'y avait plus de grillons ni rien d'autre, même le vent semblait s'être arrêté. Nous avons décidé de rentrer pour la nuit après ça, car nous nous sentions tous les deux assez bizarres. Quelques heures plus tard, le même soir, alors que nous nous préparions à nous coucher, j'ai voulu essayer un réglage de longue exposition que j'avais trouvé sur ma GoPro. Alors je me tenais sous le porche pour prendre des photos. C'est alors que j'ai entendu un sifflement. Puis, il y a eu un deuxième sifflement peu après, ce qui a accéléré ma décision de retourner à l'intérieur. Bizarrement, nous en avons ri et nous sommes allés nous coucher. Rappelez-vous qu'en raison du manque de climatisation dans cette maison, les fenêtres étaient toutes ouvertes pour laisser l'air circuler. Environ 1 heure plus tard, après nous être endormis, ma femme m'a réveillé pour me demander si j'avais entendu ça. C'est à ce moment-là que nous avons tous les deux entendu très clairement un grognement profond et une respiration comme celle d'un ours ou d'un animal assez gros à l'extérieur de notre fenêtre sur le porche. Pas fort, mais grave. Nous pouvions également entendre des pas lourds sous le porche. Nous avons réveillé nos amis et allumé toutes les lumières pour regarder autour de nous. Il n'y avait aucune trace de pas sur le porche poussiéreux et aucune dans la boue molle autour du porche. Bien sûr, nos amis dormaient dans leur chambre et n'ont rien entendu. Ils n'ont pas non plus eu l'expérience de l'observation précédente à l'extérieur. Il ne s'est rien passé d'autre d'étrange pendant le reste du voyage. La dernière chose qui s'est produite, et c'est la partie qui a vraiment dérangé ma femme, c'est qu'un mois plus tard, alors que nous étions de retour à la maison, nous étions dans la cuisine en train de préparer le dîner, lorsqu'elle a levé les yeux et a vu un hibou assis sur la clôture qui nous regardait fixement dans la maison. À l'époque, je n'étais pas conscient de la corrélation entre les observations d'extraterrestres, les enlèvements et les hiboux, mais je le suis aujourd'hui. À notre connaissance, nous n'avons pas eu d'événement avec perte de temps ou quoi que ce soit du genre, mais nous avions l'impression d'avoir vu quelque chose que nous n'étions pas censés voir
et qu'il nous examinait. Pour ma femme, tous ces événements étranges l'avaient vraiment perturbée, et moi, je suis toujours très intriguée. Nous n'avons plus remarqué les hiboux ces derniers temps, alors qui sait si c'est une coïncidence ou non. C'était vers la fin août, début septembre 2012, et je vivais dans une ferme au nord-ouest de la Pennsylvanie, à environ 1h30 de route de la frontière de l'État de New York. Cette ferme appartenait à une famille amish jusqu'à ce qu'elle déménage à New York. Je connaissais le phénomène des ovnis car mon grand-père, aujourd'hui décédé, prétendait en avoir vu. Il était chauffeur de semi-remorque. Permettez-moi de planter le décor. Ma maison était située au sommet d'une grande colline qui s'étendait de la route jusqu'à notre allée à environ 30 mètres. Nous avions des pâturages plus haut sur la colline et un voisin à gauche de la maison à environ 100 mètres. L'hiver approchait et nous nous préparions à aller chercher du bois dans la forêt située à droite du pâturage. Le pâturage était très étendu et pour cette raison, j'avais 16 ans à l'époque, utiliser notre débroussailleuse pour tondre un chemin jusqu'à la forêt qui se trouvait à environ 600 mètres, afin que nous puissions couper des arbres et les traîner jusqu'à la maison. Je termine donc le dernier passage du chemin. Je monte la colline avec le tracteur. C'était presque le crépuscule. Je regardais les nuages et j'admirais la vue de ma nouvelle maison, quand sortis de nulle part, juste au-dessus de la limite des arbres, à environ 300 mètres, 2 ovnis sont soudainement apparus. L'un d'abord, puis l'autre, comme si le second poursuivait le premier. Ils semblaient s'être déplacés jusqu'à l'endroit où je les ai vus. Puis ils se sont rapidement, plus rapidement que tous ceux que j'ai jamais vus, élancés vers ma gauche. Ils avaient l'air très brillants. J'ai clairement vu un dôme au sommet. J'étais tellement choqué que j'ai arrêté le tracteur et j'ai couru jusqu'à la maison. J'étais le seul présent à ce moment-là, car ma mère travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite locale et mon frère était chez son père pour l'été. Après avoir vu les 2 ovnis, je suis devenu de plus en plus paranoïaque et j'ai eu l'impression d'être observé, surtout la nuit. Une nuit, mon frère cadet est monté en courant dans notre chambre et m'a réveillé en me disant qu'il avait vu un visage étrange à travers la fenêtre de notre salon. Je me suis donc levé d'un bond. J'ai descendu les escaliers jusqu'à notre porche. J'ai ouvert la porte et je n'ai rien vu. Mais j'ai eu des frissons très intenses, sentant que quelque chose m'observait. Puis tous les deux, nous avons failli faire un arrêt cardiaque lorsque notre chat a sauté du sol jusqu'au porche. Pour se rassurer, nous nous sommes dit que c'était peut-être juste lui que mon frère avait vu. Mais je sais qu'au fond, nous avions l'impression que ce n'était pas le cas. Est-ce que quelqu'un dans le nord-ouest de la Pennsylvanie a déjà été témoin d'une chose pareille? Je m'en souviens si bien que je sais que je ne l'ai pas seulement imaginé. Je me souviens à quel point j'étais terrifiée lorsque j'ai vu ces choses, parce que j'avais l'habitude d'écouter mon grand-père en parler. Quand j'avais 15 ans, je suis allée chasser à la ferme de mon oncle, qui se trouve à environ 800 mètres sur un chemin de terre derrière ma maison. J'ai pris le VTT que j'avais à l'époque et je me suis dirigée à travers les bois
vers le mirador de mon oncle. J'ai attendu qu'il n'y ait presque plus de lumière dans les bois, car je n'avais vu aucun cerf ce jour-là, ni aucun autre animal d'ailleurs. J'ai enfourché mon VTT et j'ai repris le chemin de terre. À mi-chemin, j'ai senti que quelque chose de grave allait se produire, comme si mes sens sentaient le danger venir. Dès que j'ai regardé à ma gauche, j'ai vu une énorme lumière orange planer dans le ciel nocturne au-dessus d'un champ. J'ai remarqué qu'elle suivait mon rythme et qu'elle se dirigeait directement dans ma direction, comme si elle m'avait remarqué ou quelque chose comme ça. J'ai accéléré pour essayer de la distancer et quand j'ai regardé en arrière, elle était déjà à mi-chemin du champ. Puis la lumière s'est séparée ou était peut-être en train d'apparaître. Et il y avait maintenant 3 grandes lumières oranges dans une formation parfaitement triangulaire. Malgré mes efforts, l'engin m'a rattrapé et se trouvait maintenant juste au-dessus de ma tête. Pris de panique, j'ai arrêté le VTT et j'ai prié pour qu'il ne me téléporte pas. Mais heureusement, il a continué à avancer. Je ne sais pas pourquoi il m'a suivi, mais dès qu'il a survolé une forêt voisine, hors de vue, je suis rentré avec mon VTT jusqu'à la maison. Je l'ai enfermé dans la grange et j'ai couru plus vite que je n'ai jamais couru jusqu'à ma maison et j'ai fermé la porte à clé. J'ai raconté frénétiquement à mes parents ce qui s'était passé. Mais bien sûr, ils n'ont pas cru un mot de ce que j'ai dit. Disons que je me suis assis contre la porte de ma chambre, mort de peur d'être enlevé ou autre chose. Mais heureusement, rien ne s'est passé. Des choses paranormales se sont produites chez moi des années plus tard. Par exemple, je pensais voir des ombres de temps en temps, etc. Mais ça a fini par s'arrêter, heureusement. J'ai toujours cru que les extraterrestres existaient parce que l'espace est bien trop vaste pour que la Terre soit la seule planète à réunir les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Mais l'espace étant si vaste, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils ne sont pas venus ici. Du moins, c'est ce que je pense. Je sais que les ovnis ne sont pas forcément synonymes d'extraterrestres, mais c'est ce vers quoi les gens se tournent toujours. Donc c'était à peu près quand j'étais au collège. Je descendais du bus. Je vivais à l'époque dans un parc à roulotte. Alors au lieu de déposer les enfants individuellement chez eux, ils déposaient tout le monde à l'entrée du parc et vous retourniez à pied à votre maison. C'était très courant de traîner un moment à l'arrêt du bus pour discuter avec des amis et tout ça. C'était ce que je faisais et il n'y avait que moi et un ami et nous étions les dernières personnes encore là-haut. Après avoir traîné un peu, nous avons décidé de rentrer chez nous. Mais alors que nous marchions tranquillement, nous avons remarqué cette chose qui flottait un peu plus loin dans la rue. Je dirais que c'était à environ 15 mètres de haut, et c'était une énorme tache noire. Ça bougeait un peu comme un ferrofluide, comme la cire d'une lampe à lave, ou comme un essaim de nanorobot dans un film ou quelque chose comme ça. Ça bougeait, ça pulsait, ça changeait de forme. Il y avait même des morceaux qui se séparaient de l'ensemble et qui se recollaient. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une feuille de plastique ou autre, comme un sac poubelle qui avait été emporté par le vent et qui était attaché. Mais nous n'avons pas vu de corde pour l'attacher et il n'y avait pas de vent, ce qui n'expliquerait pas que les morceaux se séparent et reviennent. Il est resté là, tout le temps. Nous sommes restés et l'avons observé pendant un moment. Mais je suppose que la menace de rentrer tard à la maison était plus importante que la curiosité pour ce nuage géant de glu dans le ciel, car nous sommes finalement partis, et le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Je n'ai jamais rien vu de ce genre avant ou depuis, et en cherchant, je n'ai toujours rien trouvé. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'était.
J'ai 60 ans. En 1980, je vivais dans le sud de la Floride. Un après-midi, j'étais assis à la piscine du quartier avec un ami après avoir nagé. Il était environ 16 heures et nous étions les seuls présents. Je regardais le ciel qui était généralement clair avec de petits nuages éparses et je ne faisais attention à rien en particulier lorsque j'ai remarqué un objet argenté en forme de cigare qui se déplaçait lentement dans une direction nord-sud à environ 900 mètres d'altitude. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Une seconde, il n'y avait rien. La seconde suivante, il y était. Je n'ai rien dit à mon ami. Je me suis contenté d'observer ce spectacle étrange. Il se déplaçait lentement. Puis un autre comme lui, mais plus petit, en a émané et ils ont suivi la même trajectoire de vol. Ensuite, il y en a eu d'autres, chacun émanant du plus grand, jusqu'à ce qu'il y en ait une douzaine, tous volant en formation. Je ne savais pas ce que je voyais, et le temps que je parvienne à donner un semblant de sens à ce que je voyais, ils avaient disparu. J'ai eu l'impression que ça avait pris beaucoup de temps, mais en y repensant, cela n'a pas dû prendre plus d'1 minute. Malheureusement, mon ami ne les a pas vus, parce qu'il regardait ailleurs, et le temps que je pense à lui montrer, ils étaient partis. Voici mes conclusions. Ce dont j'ai été témoin n'a certainement pas été fabriqué ou piloté par des humains. C'est impossible. Je n'ai jamais rien vu de semblable, ni avant, ni depuis. La meilleure description que je puisse en faire est qu'on aurait dit qu'ils venaient d'une autre dimension et qu'ils avaient accidentellement ou volontairement glissé dans une autre dimension pendant 1 minute, puis étaient retournés dans la leur. Mon intuition me dit que c'était accidentel, mais si c'était le cas, pourquoi avoir produit toutes ces petites embarcations? J'étais persuadé que je verrais ça aux informations ou dans le journal du lendemain, mais il n'y a rien eu. Vous pouvez me croire, c'est la vérité. C'est vraiment arrivé. En 2009, j'étais une infirmière auxiliaire débutante en formation en pédiatrie. Au bout de quelques mois, je suis passée à l'équipe de nuit parce que c'était plus rémunérateur. C'était un très vieil hôpital, construit il y a environ 110 ans. Il était très grand parce qu'il accueillait tous les habitants des zones rurales environnantes. La maternité était fusionnée avec la pédiatrie. L'aile sud était consacrée à la pédiatrie, l'aile nord à l'obstétrique. Cela sera utile plus tard. Il y avait de la place pour une centaine de personnes, mais elle n'a jamais été entièrement occupée. Après une semaine de travail sans incident, de nombreuses mères ont été autorisées à rentrer chez elles, et l'établissement était vide. Alors que je faisais de la paperasse, j'ai entendu une femme pleurer. Comme lorsque les gens meurent, il y a ce type de cri de désespoir et de douleur. Je me suis levée et j'ai essayé d'entendre la direction d'où ça venait. Cela venait du service de pédiatrie et non d'obstétrique. Ce n'était pas une unité de soins intensifs, donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un pleurerait autant dans une aile où il n'y avait que des enfants atteints de maladies simples. Il n'y avait pas de bébés malades ou morts. C'était la partie sans risque vital de l'hôpital et ces mamans avaient toutes des bébés en bonne santé. De plus, ce n'était pas l'heure des visites. J'y vais donc, un peu inquiète de ce qui se passe, et je marche dans le hall. Soudain, le bruit s'arrête. Je vérifie quand même chaque enfant, chaque chambre. Je compte les personnes qui s'y trouvent. Tout va bien, les enfants dorment. Au moment où je m'assois au bureau et commence à m'occuper de la paperasse pour la nuit, j'entends à nouveau des pleurs, toujours en provenance de la pédiatrie. Parfois, le son s'arrête, s'estompe, et parfois, lorsque je pense que je suis sur le point d'atteindre cette personne, le son part dans la direction opposée.
J'ai toujours eu un sentiment bizarre, rien qu'en étant là. Mais après avoir vérifié plusieurs fois les pleurs, j'ai réalisé que ce n'était pas de ce monde. Je ne peux pas mieux l'expliquer. Je savais juste qu'après avoir vérifié les chambres des nouvelles mamans et des enfants et réalisé que les gens dormaient ou étaient heureux d'allaiter, j'ai compris que ce n'était pas réel. Mais la curiosité m'a prise et j'ai continué à l'écouter. Parfois c'était loin, parfois c'était dans la pièce d'à côté, et cela m'a vraiment donné la chair de poule. Le matin venu, les employés de l'équipe suivante sont arrivés et cette infirmière plus âgée m'a demandé comment s'était déroulée la garde. J'ai répondu que ça allait, mais qu'il y avait un peu de bruit et que je n'arrêtais pas d'entendre des pleurs. Elle m'a dit « Eh bien, ignorez-les si ce n'est pas l'un des patients. Si vous les suivez, vous courez à droite et à gauche comme une idiote toute la nuit. » Quoi qu'il en soit, cela se produisait de temps en temps. Parfois, les patients se plaignaient, disant qu'ils ne pouvaient pas dormir à cause des pleurs. J'ai donc dû inventer un mensonge en disant que cela venait du service du dessus. Mais ce n'était qu'une salle de stockage, des câbles et d'autres choses. Pas de patients, pas d'infirmières, personne. Quelques années ont passé. Je ne travaillais plus là-bas, mais un jour, j'ai croisé l'un des anciens médecins. J'ai bavardé avec lui et je devais absolument lui demander ce qu'il en était des pleurs. Il m'a dit qu'autrefois, le service d'obstétrique occupait tous les tâches et qu'au sud, là où se trouve maintenant la pédiatrie, c'étaient les mères qui n'avaient pas de chance avec leurs bébés. La plupart d'entre elles les avaient perdus ou allaient les perdre. Je n'ai donc jamais obtenu de réponse définitive, mais je pense comprendre pourquoi les pleurs commençaient toujours de ce côté, bien qu'il n'y ait plus d'adultes de ce côté. Je suis technologue en banque de sang. En gros, je travaille dans le laboratoire de l'hôpital qui analyse le sang des patients, détermine leur groupe sanguin et distribue le sang à ceux qui en ont besoin. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un centre de traumatologie de niveau 1 très actif. Je travaillais en 3e équipe de nuit pendant la majeure partie de cette période. Certaines nuits n'étaient pas très chargées et d'autres nuits, je ne pouvais pas m'asseoir parce qu'il y avait un cas de traumatisme ou de chirurgie qui tournait mal. Notre laboratoire était situé entre le bloc opératoire et 2 des unités de soins intensifs les plus actives de l'hôpital. Nous étions 2 étages au-dessus du service des urgences. Je n'avais jamais eu d'expérience avec le paranormal ou les fantômes avant de travailler dans ce laboratoire. Ce dernier était vraiment grand, probablement 20 mètres de long. Il était divisé en 3 sections par des demi-murs qui mesuraient à peu près ma taille. On pouvait donc voir d'un bout à l'autre du laboratoire. Nous passions la plupart de notre temps dans la première section. Les bureaux de nos patrons se trouvaient dans la 3e zone et leurs lumières étaient équipées de détecteurs de mouvement. Si la nuit était calme, nous éteignions les lumières du laboratoire pour économiser nos yeux et peut-être faire une petite sieste. Une nuit, il s'est produit une série d'événements que je n'ai jamais su expliquer. L'entrée comportait plusieurs portes, et si elles n'étaient pas toutes ouvertes ou fermées, cela créait un tunnel de vent qui soufflait les papiers. Mon partenaire est parti chercher de la nourriture en bas et a fermé la porte pour arrêter le soufflement. Après son absence de quelques minutes, j'ai senti le vent se lever et je l'ai entendu bruyamment. Tous les papiers se sont envolés de mon bureau. Je me suis levée pour les ramasser et m'excuser auprès de la personne qui ouvrait la porte. Nous recevions souvent des infirmières. Mais les portes étaient toujours fermées et il n'y avait personne. J'ai regardé à travers le laboratoire et j'ai entendu une chaise bouger derrière le demi-mur. Dans l'obscurité, j'ai vu une ombre très grande se lever. Quoi qu'il en soit,
Elle mesurait plus d'1,90 m. J'ai crié le nom de mon partenaire. La chose n'a pas bougé. Alors par instinct, j'ai dit « Va, retourne à l'étage ». Il s'est déplacé vers la droite, vers l'endroit où se terminait le mur et a disparu. L'une des lampes du bureau s'est alors allumée. Elle est restée allumée tout le reste de la nuit. Mon partenaire et moi n'avons pas réussi à l'éteindre. Beaucoup de gens ayant travaillé dans un hôpital vous diront qu'à moins qu'il ne soit flambant neuf, il sera hanté. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je commence à travailler comme infirmière dans un hôpital rural il y a 2 ou 3 ans. J'ai moi-même vécu quelques expériences pendant l'équipe de nuit. Le poste d'infirmière du service d'orthopédie donnait sur le couloir de l'autre côté. De l'intérieur du poste d'infirmière, on ne pouvait voir que la largeur d'une porte du couloir. Un soir, j'étais debout les bras chargés de notes de patients à ranger, lorsqu'une femme vêtue d'une robe blanche d'infirmière et d'un chapeau à l'ancienne a couru devant la porte, sauf qu'elle se déplaçait trop vite par rapport à la vitesse normale d'un être humain. De plus, nous portons des blouses marines. C'était si rapide qu'il m'a fallu une seconde pour comprendre. Mais quand j'ai compris, j'ai laissé tomber les notes et j'ai crié. Les autres infirmières sont arrivées en courant et quand je leur ai expliqué, elles ont ri et l'une des anciennes infirmières, elle travaillait dans le service depuis 14 ans, a dit « Ah oui, c'est la matrone. Elle aime juste s'assurer que tout est en ordre. » Je ne l'ai jamais revue, mais après avoir parlé à d'autres infirmières du service, j'ai appris qu'elle apparaissait souvent dans l'équipe de nuit. Elle n'embête personne, on la voit juste de temps en temps. Quelques mois plus tard, j'ai été transférée dans le service des enfants. Nous avions une salle de jeu pour eux, mais la nuit, elle était fermée à clé. Il y a également des caméras de sécurité dans toutes les parties communes du service pour des raisons de sécurité. Par exemple, les parents qui n'ont pas la garde de l'enfant viennent le voir sans autorisation, etc. Une semaine, j'ai fait 4 gardes de nuit de suite. J'ai vu un petit garçon courir du bas à gauche jusqu'en haut à droite de l'écran sur le flux de la caméra de sécurité. Mais lorsque je vérifiais, la salle de jeu était vide et la porte était fermée à clé. La 3e nuit où cela s'est produit, j'en ai parlé à mon supérieur parce que j'étais vraiment paniquée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas été informée de ce que j'avais vu auparavant et qu'il y avait beaucoup de fantômes dans le service des enfants. Apparemment, dans les 2 dernières chambres pour adolescents, le patient demandait souvent aux infirmières de dire aux patients voisins d'arrêter de rire si fort, alors que la chambre voisine était en fait vide. Il y a aussi des parents qui signalent qu'une infirmière s'est occupée de leur enfant pendant la nuit, sans que cela corresponde à la description de quelqu'un qui travaille et que des rires ont été entendus à des heures bizarres. Il y a eu beaucoup d'histoires. C'était suffisant pour me faire croire que les fantômes existaient peut-être. Une dernière petite histoire en bonus. Un soir, alors que je travaillais à la pouponnière, je donnais le biberon à un bébé et je discutais avec l'autre infirmière originaire d'Inde. Je lui ai posé des questions sur les fantômes et elle m'a raconté qu'à l'hôpital où elle travaillait en Inde, alors qu'une infirmière nourrissait un bébé au biberon la nuit, elle s'est endormie, a laissé tomber le bébé et il est mort. Il s'agissait d'un accident, mais la pauvre femme se sentait tellement coupable qu'elle s'est suicidée 6 mois plus tard. L'infirmière m'a dit que depuis lors, certaines infirmières ont signalé que si elles se sentent très fatiguées, lorsqu'elles tiennent des bébés la nuit, elles sentent un léger coup sur leurs épaules pour les réveiller. Peut-être que cette femme ne voulait pas que cela arrive à quelqu'un d'autre.
Je suis infirmière dans une unité de soins intensifs chirurgicaux. Je travaille la nuit dans un grand hôpital d'une grande ville. L'autre nuit, je travaillais et le téléphone a sonné au poste des infirmières. Il était environ minuit et demi et l'identification de l'appelant indiquait indisponible, ce que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai répondu au téléphone et tout ce que j'ai entendu pendant quelques secondes, c'est un léger bruit statique, puis une voix chuchotant a rapidement dit « Bonjour, je cherche ma mère ». J'ai été un peu surprise et n'ai pas su quoi répondre pendant quelques secondes. Et la voix s'est répétée après que je n'ai pas répondu, cette fois-ci avec un air un peu plus affligé. J'ai fini par dire « Qui est votre mère et savez-vous dans quelle pièce elle est censée se trouver ?» La voix a répondu en disant son nom et a ajouté « Je crois qu'elle est dans la chambre 37 ». À ce stade, je commençais à avoir vraiment peur parce qu'il chuchotait toujours et je ne pouvais même pas dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Il commençait à avoir l'air de plus en plus paniqué au fur et à mesure que l'appel se poursuivait. On aurait presque dit qu'il se cachait de quelqu'un, essayant de ne pas être entendu en train de parler au téléphone. Il y avait toujours ce léger bruit statique en arrière-plan. J'ai répondu « Est-ce que ça va ? J'ai du mal à vous entendre clairement. Pourquoi chuchotez-vous » La voix a répondu « J'ai besoin de votre aide. Je cherche ma mère. Pouvez-vous m'aider ?» Puis la ligne a été coupée et je n'ai entendu qu'une tonalité. J'ai eu des frissons dans le dos et ma collègue qui était assise à côté de moi pendant tout ce temps m'a regardé les yeux grands ouverts et m'a dit que j'avais l'air terrifiée. Quoi qu'il en soit, j'ai consulté la liste de notre unité et je n'ai trouvé aucune personne portant le nom que mon interlocuteur m'a donné. J'ai cherché dans l'ensemble du recensement de l'hôpital et aucun patient n'avait été admis sous ce nom. Je suis donc allée trouver l'infirmière responsable, lui ai demandé si elle se souvenait de patients récemment admis sous ce nom et je lui ai raconté l'histoire. Elle ne s'en souvenait pas et nous avons consulté les dossiers des dernières semaines concernant les patients décédés dans notre unité, mais rien ne correspondait. Elle m'a dit qu'elle pensait que quelqu'un se moquait de moi, mais je n'ai pas cessé d'y penser ces 2 derniers jours. Logiquement, je sais qu'il s'agit très probablement d'un canular téléphonique, mais cela me semble tellement bizarre. Pourquoi quelqu'un appellerait-il une unité de soins intensifs à minuit et demi juste pour embêter une infirmière ? De plus, le numéro de téléphone spécifique du poste des infirmières n'est pas indiqué en ligne. Vous devez appeler l'opérateur de l'hôpital et demander à être connecté au poste des infirmières, ou un employé doit vous donner le numéro direct à appeler, comme si vous étiez un membre de la famille appelant pour obtenir des nouvelles ou quelque chose de similaire. Le numéro de chambre donné par l'appelant correspond également au numéro de l'unité. Il s'agit donc peut-être d'un coup de chance, mais cela me semble étrange. Je réponds à de nombreux appels téléphoniques de personnes cherchant des membres de leur famille lorsqu'ils sont admis à l'hôpital. Et j'ai l'habitude de parler aux gens lorsqu'ils sont dans un état de panique ou d'émotion extrême. J'ai l'impression qu'il est difficile de simuler cela, mais j'ai senti une véritable détresse chez mon interlocuteur et je l'ai personnellement ressenti pendant un certain temps après que cela se soit produit. C'était l'une de ces choses qui font instantanément se dresser les cheveux sur la tête et j'étais nerveuse durant le reste de la garde. Aussi, je n'ai plus répondu à d'autres appels téléphoniques après ça. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce qui s'est passé. Une farce morbide ou quelque chose de plus inquiétant? Qu'en pensez-vous ?